Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet essentiel qui est justement comment sécuriser vos déclarations décrétertiaires, donc les déclarations qui ont déjà été réalisées, ce qu'on appelle les primo-déclarations, puis les déclarations des années 2022-2023. Ici, l'idée, ce n'est pas seulement de répondre à une obligation réglementaire, mais bien de vous donner des clés pour éviter des erreurs fréquentes, comprendre les nouveautés réglementaires et surtout anticiper et pouvoir être préparé à certains contrôles que l'ADEME pourrait réaliser. Pour ce faire, on est sur un format donc, de type webinaire. On va avoir 5 parties. Une partie où on va vraiment échanger autour du nouvel arrêté, puisque le nouvel arrêté valeur absolue 6 a été paru le 1er août, mais il a été publié au journal officiel le 6 septembre. Donc, on va faire un petit focus sur ces nouveautés. On va ensuite rentrer un peu plus dans le détail sur tout ce qui est repérer les incohérences fréquentes et comment y remédier, comment corriger si jamais vous avez reçu ou si vous allez recevoir un message de contrôle de la part de l'ADEME. On va faire une étude de cas par rapport à l'un de nos clients qui est France Télévisions. Et donc, on rentrera aussi dans le détail sur ces valeurs absolues, les valeurs relatives et comment faire bien les dichotomies en fonction des catégories, des sous-catégories. On parlera rapidement sur les prochaines étapes de contrôle et le calendrier qui va arriver d'ici 2027, 2030 et la suite. Et on aura 10-15 minutes pour faire une petite session de questions-réponses si jamais il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés ou s'il y a des points que vous souhaitez qu'on puisse approfondir. Pour commencer ce webinaire, avant de sauter directement dans la partie autour du nouvel arrêté, on va vous lancer un petit sondage. Donc, il y a 2 questions. Ça prend à peine 30 secondes pour y répondre, pour justement avoir votre retour et vos ressentis par rapport à la façon dont vous avez pu faire vos déclarations sur Operat. Donc, le sondage est ouvert. On vous laisse 30-45 secondes pour y répondre. Et puis, on partagera ensuite ces résultats tous ensemble. Quand tu veux. Une minute, c'est bon, on est sur une minute. Donc, c'est en train de se remplir. On est sur 68% de participation. Il reste quelques secondes. La question était, avez-vous déjà rencontré des difficultés sur vos déclarations Operat? Donc, on est sur une bonne majorité qui a plutôt eu tendance à rencontrer des difficultés. 26% pour lesquels pas de difficultés. Ça a l'air de s'être passé comme une lettre à la poste. Puis 17% qui finalement se prononcent pas forcément parce que peut-être c'est pas vous directement qui avez fait les déclarations ou juste, c'est un non-sujet parce que il n'y a pas eu de problématique particulière dessus. Il y a une deuxième question qui va être lancée sur justement, est-ce que vous avez déjà vérifié vos déclarations, celles qui ont pu déjà être faites de 2020 à 2023, pour identifier, soit pour pouvoir les compléter, soit pour pouvoir identifier ce qu'il y a eu des anomalies ou des choses à remettre en œuvre pour que ce soit d'équerre et que ce soit cohérent avec l'efficacité, la partie opérationnelle de votre bâtiment. Donc pareil, on vous laisse une petite minute pour pouvoir répondre. C'est très très simple, hein, c'est 3 réponses, oui, non ou je ne sais pas. Voilà, il reste encore 30 secondes pour pouvoir vous positionner sur le sujet. Voilà, donc globalement, le sondage là se termine. Pas forcément d'action qui a été faite. On a 58% des participants qui n'ont pas forcément vérifié leur déclaration Operat. Une fois que c'est fait, on s'est dit que c'était finalisé. 29% pour lesquels vous êtes revenus sur vos déclarations, peut-être pour faire des petites corrections ou ajouter des nouveaux fluides si vous aviez eu des informations complémentaires. Et 13% qui ne se prononcent pas. Donc, on voit bien que ce sujet Operat, c'est quelque chose qui est assez
continue finalement. On l'a initialisé, on l'a introduit, ça a commencé aux alentours des années 2020-2022. Toute la primo-déclaration a été faite. Maintenant, on est dans des déclarations qui se font de façon annuelle. Tout le monde a appris un peu en marchant, que ce soit l'ADEME, la DHUP ou que ce soit les assujettis ou nous, des tiers de confiance comme on peut faire pour faire les déclarations. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Il y a des choses qui ont été modifiées. Donc, il y avait une première version au démarrage du décret qui ont finalement été un petit peu retravaillées sur ces 3 dernières années. Et puis, on attendait encore la dernière version de la partie valeur absolue 6 qui a été publiée cet été, donc au mois d'août, officiel le 6 septembre, et qui reprend finalement un certain nombre de points. Ce nouvel arrêté marque une nouvelle étape, c'est que finalement, le décret tertiaire rentre vraiment maintenant dans sa phase d'action. On a un dispositif qui est complet, puisque l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des valeurs absolues ont été publiées. Donc, c'est 100% des assujettis maintenant qui doivent, entre guillemets, jouer le jeu et qui ont l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir finalement définir leurs objectifs, que ce soit des objectifs donc, en valeur relative, donc ça on le savait, c'était les moins 40, moins 50, moins 60% par rapport à une année de référence, ou pouvoir justement rentrer dans des détails, de pouvoir découper et pouvoir travailler son bâtiment en termes de catégories et de sous-catégories pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des objectifs en valeur absolue. Donc, finalement, maintenant que 100% des assujettis ont les objectifs qu'ils doivent atteindre, donc ils doivent jouer le jeu de cette déclaration, ça signifie que ces déclarations opérates deviennent le cœur de la conformité. Typiquement, si elles sont fausses, si elles sont incomplètes, automatiquement, les assujettis vont se retrouver en difficulté. L'ADEME va faire des contrôles, donc d'abord de façon assez massive, et donc ça va être des contrôles de cohérence. C'est là où il va falloir pouvoir soit les corriger, soit pouvoir les justifier, parce qu'il y a certaines fois où ces erreurs, finalement, ce ne sont pas des erreurs, ça reflète bien la réalité opérationnelle de vos bâtiments. Toujours est-il qu'il faut pouvoir expliquer, qu'il faut pouvoir documenter et justifier l'ensemble des déclarations qui auront été faites sur Opérate. Ce qu'il faut noter maintenant, c'est que directement depuis la plateforme Opérate, c'est ce qu'on voit à ce niveau ici, on peut télécharger l'attestation annuelle provisoire et cette attestation est facultative pour le moment en termes d'affichage au sein de vos locaux ou même pour pouvoir vendre un bâtiment jusqu'en juillet 2026. Par contre, par la suite, les attestations provisoires vont petit à petit basculer vers des attestations qui sont définitives. Et là, il deviendra obligatoire de pouvoir les afficher et de pouvoir les présenter au cas de vente d'un bâtiment. Sur ce nouvel arrêté, l'ensemble, donc c'est ce que je vous disais, des valeurs absolues qui manquaient ont été publiées. Donc, on le voit bien sur la partie commerce, cinéma, services funéraires, banque. Et des sous-catégories ont été retravaillées. On le voit, on a une catégorie qui peut être assez macro, donc on peut rester au moment de ces déclarations à ce niveau macro qui va être commerce. Par contre, si on veut être plus fin dans sa déclaration, on peut rentrer jusqu'au niveau des sous-catégories. Et typiquement ici, on peut voir que pour le commerce, on a 14 sous-catégories différentes qui permettent de vraiment avoir des spécificités ou des cas plus pratico-pratiques qui reflètent plus la réalité du bâtiment pour vraiment s'assurer que les objectifs tels qu'ils sont calculés pour pouvoir les atteindre reflètent quelque chose de cohérent par rapport à votre activité. Et le dernier point finalement, c'est également que au-delà de ces catégories, de ces sous-catégories, on a également des zones climatiques et des altitudes qui ont été définies. Donc typiquement, on le voit pour la CVC, ce qui permet finalement d'avoir des nouveaux coefficients d'ajustement climatique, puisque ça va nous donner plus de précision pour comparer des bâtiments qui sont situés dans des conditions différentes. Typiquement, on va avoir un bâtiment, on va prendre deux bâtiments, l'un qui est situé dans le nord de la France, l'autre qui est situé dans le sud de la France. On va se dire qu'ils ont exactement la même typologie, ils ont les mêmes activités, sous-activités. Pour autant, en fonction de la partie de l'ajustement climatique, ils ne vont pas forcément consommer de la même façon. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir justement ces zones climatiques et ces altitudes pour pouvoir, au-delà d'uniquement la typologie du bâtiment, de pouvoir l'englober dans son contexte et justement contextualiser ses consommations au regard de sa position. Et pour finir, et cette fois-ci, c'est vraiment le dernier point sur cette partie du nouvel arrêté, c'est que le gaz naturel liquéfié a été introduit dans les tableaux de facteurs de conversion. Donc typiquement, si vous avez ce genre de fluide sur vos bâtiments, le nouveau facteur de coefficient est sorti, donc ça va potentiellement impacter la quantité d'énergie finale qui est déclarée sur Opérate. Donc, il faut juste avoir en tête et pouvoir le prendre en compte. Petit rappel,
Les déclarations Opéra doivent avoir lieu avant le 30 septembre de chaque année. Donc cette année, nous sommes en 2025. Donc avant le 30 septembre 2025, vous devez déclarer vos consommations de l'année 2024. Et il est encore temps, si jamais pour X raisons ça n'a pas encore été fait, vous pouvez toujours déclarer vos primo-déclarations, c'est-à-dire déclarer l'année de référence et l'année 2019 à 2022 en reprenant 2023, 2024. Donc l'ADEME et la DHUP maintenant commencent à vraiment se positionner et ils se basent vraiment sur des résultats concrets. Il y a un certain nombre, il y a un grand volume maintenant d'assujettis qui a déclaré l'ensemble de ces EFA, donc de ces entités fonctionnelles assujetties, mais également donc de ces primo-déclarations et de ces déclarations des années 2023-2024, donc ils commencent à avoir une certaine base de données et dessus, il faut tourner des algorithmes pour s'assurer que l'ensemble des déclarations sont cohérentes en tout cas, ou sont dans les normes de ce que eux ils attendaient. C'est justement à travers ces algorithmes qu'ils ont pu lancer qu'ils ont identifié certains cas sur lesquels pouvait y avoir des incohérences, des anomalies, ou qui en tout cas justifiaient d'être justifiés. Et donc, l'ADEME a commencé à envoyer des emails assujettis aux assujettis dont les déclarations paraissaient incohérentes. L'objectif ici de l'ADEME, en tout cas, à cet instant T, ce n'est pas de sanctionner immédiatement, mais bien de fiabiliser la base de données qu'ils ont, puisqu'ils ont récolté énormément de données. Je vous l'ai dit, tout le monde a appris un peu en marchant sur ce décret. Ce sont des choses qui sont sorties au fur et à mesure des dernières années. Et donc là, on est vraiment toujours sur cette phase d'apprentissage. Et donc, c'est vraiment de fiabiliser cette base de données et les trajectoires de réduction à atteindre, et pas tout de suite de sanctionner les assujettis. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Pour pouvoir fiabiliser vos trajectoires du décret tertiaire et donc vos déclarations, il faut pouvoir donc décrypter des incohérences fréquentes et voir comment on va y remédier. Donc là, c'est vraiment le cœur de ce webinaire. On va voir les 10 cas les plus fréquents sur des contrôles que pourrait faire l'ADEME par rapport à ces incohérences. On va vérifier des historiques, justement, donc cette partie 2020-2023, pour pouvoir au mieux anticiper les trajectoires 2030 et les différentes étapes de contrôle. L'objectif du webinaire, donc je viens de vous le dire, c'est vraiment de reparler de l'année de référence, donc de cette partie primo-déclaration, année de référence 2020-2021, l'année 2022, l'année 2023 et maintenant 2024 avec l'échéance du 30 septembre. Et avec l'ensemble, l'ADEME va vraiment venir vérifier l'ensemble de la cohérence de la trajectoire. Via ces contrôles, l'objectif de l'ADEME, donc encore une fois, on l'a vu, c'est de voir tout ce qui est cohérence. Un même bâtiment ne pourrait pas avoir une consommation du simple au quintuple, même d'une zone A à une zone B, par exemple. Donc, c'est vraiment de vérifier des ratios de consommation d'énergie par rapport à des objectifs de réduction, mais par rapport à des typologies de bâtiments, par rapport à des catégories, des sous-catégories. S'assurer d'une continuité de déclaration. On ne peut pas se dire non plus, on a déclaré, on a fait notre primo-déclaration, donc l'année de référence 2019, 2020, 2021, et puis l'année d'après, on déclare que 2024. Qu'est-ce qui s'est passé sur 2022, 2023? Donc, il vérifie également toute cette continuité. Et puis, il vérifie également tout ce qui va être des anomalies, en tout cas ce qu'ils considèrent eux comme des anomalies, qui vont être des incohérences de trajectoire brutales. Ça va être, par exemple, vous avez bien déclaré vos 3 années, mais d'un seul coup, il y a eu un trou ou justement une forte augmentation. Et donc là, l'ADEME le voit dans ses algorithmes et demande d'avoir un point particulier, de dire attention, peut-être que au moment de la saisie, il y a eu une virgule qui ne s'est pas placée au bon endroit, peut-être qu'il y a eu un oubli d'un fluide, par exemple, sur telle ou telle déclaration. Et donc, c'est vraiment ces 3 points qui sont analysés dans le cadre des premiers contrôles, donc vraiment cette partie cohérence, continuité et anomalie. Le premier cas fréquent qu'on va avoir en termes de retour de la part de l'ADEME sur des contrôles, ça va être d'avoir finalement une forte variation de consommation totale. On l'a vu, un bâtiment qui consommerait 3 millions de kilowattheures en 2019 et qui d'un seul coup passe à 40 000 kilowattheures l'année d'après, on peut se dire qu'il s'agirait d'une erreur de saisie ou d'un changement d'usage qui n'aurait pas forcément été justifié. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir documenter la situation. Typiquement, dans le cadre d'une baisse d'activité, de pouvoir documenter le fait qu'il y a eu une baisse d'activité qui explique cette chute brutale de consommation. Donc là, sur 2019-2020, ça peut être lié typiquement à la période Covid et au confinement que nous avons connu, donc avec du chômage partiel, des fermetures de sites. Ou inversement, ça peut être des parties de sites qui finalement deviennent vacantes parce qu'elles ne sont pas utilisées. Ou on pourrait même le travailler dans l'autre sens, de se dire je passe de 40 000 kWh à plus de 3 millions
Et là, typiquement, ça pourrait s'expliquer par une forte hausse de l'activité, par des locaux qu'on a annexés sur cette EFA. Là, on parle vraiment de la consommation brute en tant que telle, donc on n'est pas encore sur du ratio surfacique. Et donc, il faut bien avoir l'ensemble des documents nécessaires pour pouvoir documenter en cas de contrôle, de justifier que cette variation, elle est cohérente. Si cette variation n'est pas cohérente, donc c'est de bien reprendre sa déclaration et de venir s'assurer donc des bons montants qui sont déclarés, que ce soit l'année 2019 ou l'année 2020, pour pouvoir réajuster correctement. Le deuxième cas, donc ça ressemble un petit peu au premier, c'est ce qu'on va appeler la variation de consommation surfacique. Tout à l'heure, on était en consommation brute, donc c'était vraiment les kilowattheures purs qu'on comparait et qu'on regardait. Là, on va les comparer par rapport à la surface du bâtiment. Donc là, typiquement, encore une fois, on va avoir donc des variations de cette consommation surfacique qui peuvent s'expliquer soit par des sous-utilisations des locaux, soit par des surfaces qui auraient été modifiées, soit par justement un EFA qui aurait été très très grand et qui finalement on aurait coupé en deux et on n'a pas forcément modifié la superficie de cette EFA quand on a redéclaré l'année d'après. Et donc là, l'idée, c'est de bien vérifier l'occupation réelle et de venir justifier, s'il y a besoin, la baisse de cette consommation ou la hausse de cette consommation via des éléments contextuels. Pour ce faire, on va directement dans Operat, on l'a au niveau donc, de l'ensemble de ces EFA et on va pouvoir venir modifier au niveau des EFA directement les périodes concernées et les ratios surfaciques. Donc, on le voit ici sur l'exemple. On a la ratio surfacique de 2020 qui est à 21,7. La période de référence, on est plutôt à 1710. Bon, il va falloir venir remodifier soit la consommation, soit la surface pour s'assurer qu'on soit sur des ratios qui soient cohérents d'une année sur l'autre. Le troisième cas qui est assez fréquent, donc c'est une forte hausse d'une année sur l'autre. Donc on l'avait vu sur la baisse sur le premier cas, là bah, c'est son corollaire, hein, c'est vraiment la forte hausse. Donc typiquement ici, ça serait de passer donc, de 59 000 kWh à plus de 300 000 kWh. Les causes possibles, c'est un retour normal à la normale après une perturbation type Covid par exemple, un oubli de déclaration ici en 2020 ou en 2021 qui fait qu'on a une forte hausse qui se répercute sur l'année d'après. On a acquis un nouveau site, donc une nouvelle partie de l'EFA, donc en consommation brute, forcément, on va pouvoir augmenter largement. Et donc là, l'idée, c'est corriger l'année précédente si jamais effectivement on a eu un oubli à un moment donné ou justifier la reprise d'activité. Donc là, typiquement, justifier la reprise, un type de justification qu'on va avoir, ça va être des justificatifs de travaux, l'identification et la documentation d'une panne technique, par exemple, si à un moment donné, on a eu ce point-là, un changement de typologie d'occupation. C'est vraiment ce genre de document qu'il faut consigner quelque part sur un dossier chez vous pour pouvoir apporter cette réponse à l'ADEME quand vous aurez un contrôle qui se présentera sur le sujet. Et donc, encore une fois, pour pouvoir venir le corriger, on le voit, on va directement dans Operat, l'année 2021, l'année 2022, et on vient modifier les consommations totales à ce niveau-là. Le quatrième cas, le plus fréquent qui est rencontré, en tout cas pour lequel l'ADEME va pouvoir envoyer des messages de contrôle, ça va être des cas où on va avoir des consommations nulles ou qui sont très faibles. Donc une EFA, par exemple, qui aurait une année déclarée sur laquelle on a 0 kWh. La déclaration a bien été faite, l'assujetti a bien déclaré que pour cette année, il n'y a pas eu de consommation pour cette entité fonctionnelle assujettie. Les causes probables, donc ça va être un bâtiment qui va être inoccupé temporairement. Alors bon, là, on est plutôt sur du très faible que sur du nul, parce qu'il y a quand même un talon de consommation sur un bâtiment, même s'il est inoccupé. On va avoir des données qui ne sont pas forcément transmises ou un oubli de déclaration. C'est des choses qui arrivent. Et donc, typiquement, il faut ici venir vérifier l'occupation du site et ajuster les données. Le bâtiment a été finalement inoccupé, aucun usage a été enregistré. On est vraiment sur quelque chose, on est sur des pouillèmes d'utilisation en termes de kilowattheures. Donc, on est sur quelque chose de très faible ou de nul. Pas de problème, c'est complètement acceptable. Et encore une fois, les locaux vacants, à partir du moment où ils font plus de 1000 m² ou rentrent dans un global de plus de 2000 m², il faut bien venir les déclarer. Par contre, il faut vraiment venir justifier de pourquoi est-ce que cette partie était vacante et pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas eu de consommation sur cette EFA. Encore une fois, on vient corriger directement sur la plateforme
opérat de l'ADEME. On vient sélectionner les années qui nous intéressent. Donc ici, on voit que c'est 2020-2021. On est à 0 kWh sur chacune de ces 2 années. Et ben, on va venir vraiment modifier. D'ailleurs, on le voit sur le côté ici. Il y a marqué que la déclaration est à compléter. Donc là, clairement, on peut se dire que c'est un oubli de déclaration de la part de l'assujetti, puisque la déclaration n'a pas été validée et que les valeurs sont. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller la reprendre correctement et de venir saisir les informations telles qu'on les a reçues par rapport à cette entité fonctionnelle assujettie. Le 5e cas qui est assez fréquent, ça va être une déclaration incomplète. Donc on l'a vu avec le cas 0 précédemment, mais on pourrait avoir aussi un cas où on a finalement fait une déclaration, mais on a déclaré que la partie électricité parce qu'il nous manquait les informations sur le gaz, et donc on a une information qui est manquante en partie ou en totalité pour une année, pour une entité fonctionnelle assujettie. Les causes probables ici, bah, finalement, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, ça va être un oubli de saisie, une omission ou des données non disponibles au moment où on a fait la saisie. Par contre, il faut, à partir du moment où on les reçoit, bien aller les documenter et bien aller les saisir sur la plateforme de l'ADEME pour qu'elles soient prises dans leur globalité et qu'elles puissent vraiment remonter et être prises en compte dans le cadre de la déclaration de cette année-là. La réponse à apporter finalement ici est assez facile et assez claire, c'est de venir compléter les années manquantes. Encore une fois, on le voit ici directement sur la plateforme de l'ADEME. Les années de référence ici, les consommations sont à compléter. Donc, en plus, le statut de l'EFA et de la consommation de l'EFA est assez explicite, puisque finalement, c'est bien noté qu'il faut le compléter. Ici, on est à 0, mais on pourrait être à 300 ou 1600 kWh quand on voit l'écart qu'on a avec les années précédentes. Et donc là, l'idée, c'est de bien venir les saisir et de venir compléter cette partie-là. Le 6e cas le plus fréquent, qui a été observé également, ça va être un doublon de FA. Donc le doublon de FA, finalement, c'est un même bâtiment qui a été déclaré 2 fois. Donc, comment c'est possible? On a plusieurs causes probables. Le premier, ça va être que potentiellement, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est un sujet sur lequel tout le monde a appris en marchant, et il est possible qu'à un moment donné, il y ait eu un bug de l'API Opérate au moment où on déclare en masse. C'est quelque chose qui se corrige et sur lesquels, voilà, ça a été identifié, pas de sujet particulier. On a eu une erreur de paramétrage dans l'outil source. En fait, on ne s'est pas rendu compte, mais sur le tableau de saisie, pour pouvoir saisir via l'interface directement d'Opérate, il y avait 2 fois la même EFA. On n'a pas été bloqué parce que les blocages sont arrivés que par la suite. Et finalement, une même EFA aurait été déclarée 2 fois. Et puis, on pourrait avoir aussi le cas où finalement, on a un côté, c'est le propriétaire et de l'autre côté, c'est le locataire qui ont déclaré. Et ils ont déclaré sur le même SIRET, puisque c'est la même entité fonctionnelle assujettie. Et donc, on se retrouve avec ce doublon de FA. Donc là, plusieurs possibilités. Donc, si on identifie qu'effectivement, c'était un bug par rapport à l'API Opérate, si vous avez utilisé cette partie API, c'est de le signaler. Ils ont été assez réactifs sur des cas qui ont déjà été identifiés dans ce cas-là. Ça va être de pouvoir, après, sélectionner, si vous avez plutôt dans un cas où ça a été saisi à la main, de sélectionner quelle est l'EFA à conserver. Ça ne sert à rien d'avoir 2 EFA deux saisies d'EFA pour la même EFA. Donc, il faut en garder une des deux. Et il faut bien, par contre, dans celle qui est supprimée, il faut bien reprendre dans celle qui est conservée les informations concernant le propriétaire et le locataire. Il y a vraiment les deux pendants. Hein. C'est vraiment la philosophie du décret, encore une fois. C'est que locataire et propriétaire discutent entre eux et fassent vraiment travail à main dans la main pour pouvoir atteindre des performances énergétiques qui soient vertueuses et justement qui soient réduites par rapport à une année de référence. Et donc, c'est bien ce travail de propriétaire-locataire. Et donc, il faut bien, au niveau de l'entité fonctionnelle assujettie telle qu'elle est déclarée dans Opérate, peu importe lequel des deux déclare, mais que le deuxième soit bien déclaré et identifié sur cette entité fonctionnelle assujettie. Et donc là, typiquement, encore une fois, on vient corriger directement s'il y a besoin dans Opérate pour pouvoir venir supprimer l'EFA qui est entré. Le 7e cas d'incohérence fréquente, ça va être une incohérence entre la surface et la consommation. Par exemple, on a saisi notre entité fonctionnelle assujettie, on lui a renseigné une consommation, mais par contre, on a une surface qui est à 0. Donc là, effectivement, ce n'est pas possible. Il faut bien venir modifier la surface pour que derrière, on ait un ratio surfacique qui soit cohérent. Et surtout, ça reste une donnée qui est importante, puisque un bâtiment qui consomme ne peut pas avoir une surface qui est à 0. Là, l'idée, c'est que la cause probable, c'est que la surface a été oubliée ou supprimée par erreur. Des fois, quand on reprend des consommations, des déclarations qui ont été faites, on les a mis en stand-by,
on venait juste revérifier la partie de la consommation, pas forcément la surface, et on oublie de venir de la saisir. Bon, bah là, typiquement, l'ADEME repère automatiquement ces anomalies et il est crucial de venir vraiment les corriger pour pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent. Donc là, on va directement au niveau de la fiche technique de l'entité fonctionnelle assujettie. J'ai pas la et on vient vraiment, non, pardon, au niveau de la fiche technique de l'entité fonctionnelle assujettie, et on vient à ce niveau-là, on vient modifier la surface plancher pour que ce soit cohérent par rapport à la surface de votre bâtiment. Du 8e cas, donc c'est le cas du ratio de consommation qui est anormalement bas ou anormalement élevé. Donc là, encore une fois, l'ADEME repère automatiquement ces anomalies. Les causes probables, donc ça va être une erreur de surface, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, c'était une surface qui était nulle. Là, on va être sur une surface qui est très faible. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir venir modifier et de mettre à jour la surface de l'entité fonctionnelle assujettie. On va avoir une activité sinon qui va être très énergivore, qui n'est pas précisée. Encore une fois, quand on fait nos déclarations, on a un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir venir sélectionner dans un premier temps, enfin, qui sont par défaut, mais si on a des choses qui sont spécifiques à notre bâtiment, on va pouvoir vraiment venir le contextualiser, lui apporter des précisions. Je pense notamment à tout ce qui est indicateur d'intensité d'usage, par exemple, et vraiment de rentrer dans ce détail des catégories, des sous-catégories, parce que ça permet de mettre en avant, de mettre en exergue des fonctionnements atypiques du bâtiment qui pourraient justifier justement qu'on ait des ratios de consommation qui ne soient pas dans la norme, mais qui pour autant reflètent totalement la réalité opérationnelle de votre bâtiment. Donc ça, encore une fois, c'est important de bien les faire ces déclarations, de bien rentrer dans ce niveau de détail pour pouvoir derrière être au plus juste de ce que vous consommez et de pouvoir justifier au plus juste de ce que vous consommez. Et puis finalement, d'avoir aussi un ratio de consommation qui est anormalement bas ou anormalement élevé. Il pourrait y avoir soit un oubli de compteur rattaché à l'UFA, soit un compteur rattaché à l'UFA alors qu'à la base, il n'en fait pas partie. Donc ça, encore une fois, il faut bien vérifier dans l'ensemble de vos documents, bien vérifier la surface réelle de vos bâtiments, bien requalifier l'activité s'il y a besoin et s'assurer que l'ensemble des consommations de l'entité fonctionnelle assujettie est bien utilisé comme il se doit pour pouvoir déclarer cet ensemble justement au moment de la déclaration en carte. On le voit ici. Hop, pardon, je suis allée un peu vite, excusez-moi. Hop, on revient. Donc les surfaces de plancher, ici, donc dans notre cas, on voit qu'on a une surface totale donc, qui est de 1479 mètres carrés. Donc l'idée là, on aurait pu faire une seule, enfin on a notre FA et on aurait pu faire qu'une seule activité avec 2479 mètres carrés. Ici, le choix a été fait de rentrer vraiment au détail des catégories, des sous-catégories, donc c'est ce qu'on voit ici, et de vraiment pouvoir l'éclater et de pouvoir le travailler à ce niveau-là, catégorie par sous-catégorie, pour être au plus proche, encore une fois, de la façon dont fonctionne le bâtiment. Et donc, si vous avez besoin de le modifier, on revient au niveau de l'EFA, on revient au niveau de ces surfaces et on vient modifier ces surfaces pour être en cohérence par rapport aux ratios tels qu'ils sont attendus. Neuvième cas des incohérences fréquentes, là pour le coup c'est l'absence de déclaration, c'est-à-dire qu'on n'a même pas initialisé une déclaration pour une ou n années, et donc là l'idée c'est la cause possible, tout simplement que la déclaration n'a pas été faite, sans doute, l'oubli de valider une déclaration ou un problème d'export automatique. Donc là l'idée c'est vraiment de relancer vos équipes en interne pour pouvoir, ou vos prestataires, pour pouvoir faire les déclarations et finaliser le dossier au plus tôt. On le voit ici. Absence de déclaration. On a bien eu 2020-2021. On a 2024 qui est prête à valider, juste à ce niveau-là. Et par contre, on a 2022-2023, on a un trou dans la raquette et rien n'a été fait. Donc là, l'idée, c'est de bien revenir sur ces 2 années, de venir les déclarer conformément à ce qui a été fait. Et dernier cas de ces incohérences fréquentes, ça va être des anomalies injustifiées. Encore une fois, c'est un algorithme qui vient regarder des écarts qui sont selon des règles de gestion. Mais encore une fois, ces règles de gestion fonctionnent dans 80-90% des cas, la loi de Pareto. Mais il y a certains cas où vous allez pouvoir sortir en contrôle, en anomalie suite à ces contrôles, mais finalement, c'est ce qu'on va appeler un faux positif, c'est que l'écart est signalé, mais la donnée est exacte. Donc, ce sont nos faux positifs statistiques ou des consommations atypiques, mais qui sont explicables. Encore une fois, je l'ai pas mal dit, mais je vous le redis, si vous avez des faits marquants sur votre bâtiment, il est extrêmement important de pouvoir les documenter
pour pouvoir derrière expliciter et contextualiser en cas de contrôle pour justifier justement des hausses ou des baisses de consommation, qu'elles soient en brut ou en surfacique, avec typiquement des périodes de travaux, des périodes de panne, de chômage technique ou de la saisonnalité. Et donc ça, vraiment, ce sont des choses qu'il faut que vous gardiez, que vous consigniez précieusement, parce que ça vous servira si jamais vous avez des contrôles plus poussés quand l'ADEME rentrera dans cette deuxième phase, où là, ce sera le moment de mettre un peu des sanctions et pas juste d'être dans cette phase d'apprentissage et de venir cleaner un peu cette base de données. Et donc, la réponse à apporter quand on est sur des anomalies qui sont injustifiées, mais qui sont en tout cas la réalité de votre bâtiment, donc c'est de bien pouvoir justifier et contextualiser votre déclaration. Voilà pour les 10 cas les plus fréquents d'anomalies. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous, des contrôles, si vous avez déjà eu ce genre de choses à regarder. Donc, on avait 58% des participants qui n'étaient pas forcément revenus sur leur déclaration précédente. Donc, sûrement que vous n'avez pas eu de points spécifiques de la part de l'ADEME en termes de contrôle, ou que vous n'avez pas en tout cas eu le besoin de revenir sur des déclarations que vous avez faites parce que vous aviez eu l'ensemble des informations au moment de la déclaration. En tout cas, gardez en tête que ces 10 cas, ils sont largement explicables, ils sont corrigeables, et vraiment c'est dans une démarche d'amélioration continue de l'ensemble des assujettis et de l'ensemble des personnes qui œuvrent autour du décret tertiaire que ces contrôles sont faits et qui justement ils sont mis en place pour pouvoir derrière, encore une fois, améliorer et venir justifier au mieux ce qui se passe sur les consommations du parc tertiaire en France. Je vous propose de passer sur une étude de cas, donc qui est un de nos clients, donc qui est France Télévisions. Donc France Télévisions, c'est un groupe qui gère un parc tertiaire qui est assez varié en termes, ils sont à la fois propriétaires locataires avec des bureaux, des studios, des régies, des locaux techniques, donc vraiment une forte diversité dans les catégories qu'ils peuvent avoir au niveau de leur bâtiment. Et là, typiquement, si on reste à un niveau trop macro, on va le voir, on obtient une trajectoire qui ne reflète pas la réalité opérationnelle de leur site. Donc, typiquement, France TV, donc c'est un client que nous avons, qu'on a justement qui pilote sa stratégie énergétique et sa stratégie décret tertiaire avec Datamark Neo, qui est notre plateforme de suivi, qui fait des reportings et périmètres hyper personnalisés. On a des scénarios dynamiques d'action de performance énergétique. On va faire des suivis affinés des différentes données et on a un module dédié décret tertiaire qui permet d'avoir un suivi fin de la trajectoire, à la fois au global du parc, mais également entité fonctionnelle assujettie par entité fonctionnelle assujettie. Et donc, c'est là-dessus qu'on va faire le focus. Et donc, cet outil permet vraiment de suivre la trajectoire jusqu'à 2030. Il va permettre de choisir entre la valeur absolue et la valeur relative, parce que ça recalcule les objectifs. Ça va nous mettre en place des simulations d'action et finalement, c'est une aide vraiment précieuse pour éviter des incohérences et anticiper des décisions stratégiques pour pouvoir justement justifier de telle ou telle action sur l'ensemble du parc ou sur un bâtiment en particulier. Donc, on vous a mis ici une petite capture d'écran rapide d'une partie du module. On voit bien qu'on a l'ensemble des bâtiments qui est repris ici avec l'identification des différents bâtiments. On a les références opérates qui sont ajoutées, les années de référence quand qu'elles seront disponibles, les statuts vraiment des déclarations, puisque Datamark Neo est interopérable avec la plateforme opérate, donc on récupère vraiment les informations directement depuis cette plateforme et ça permet tout de suite de voir les statuts des déclarations. Et typiquement, donc dans les cas de contrôle sur lesquels on avait des déclarations incomplètes ou des déclarations non réalisées, il suffit de venir cliquer ici sur cette petite partie du graphe pour que viennent s'afficher uniquement les EFA concernés. Ça permet derrière de venir les saisir correctement dans Opérate directement. Et ici, on a sur la partie droite de l'écran vraiment une restitution au niveau global du parc, de l'année de référence, de la situation actuelle et de l'objectif 2030. Et on pourrait cliquer sur la petite partie de détail qu'on voit à ce niveau-là, qui permet finalement, qui viendrait ouvrir une fenêtre et qui viendrait mettre le détail à la fois des objectifs en valeur absolue et des objectifs en valeur relative. Et typiquement, pour France TV, donc ce qu'on a fait, donc on a fait leur déclaration de décret tertiaire. On a aussi poussé à faire un certain nombre d'audits et on s'est rendu compte que quand on agrège le parc entier ou même un ensemble de FA, la trajectoire au global peut sembler cohérente, mais finalement, elle ne reflète pas exactement la réalité opérationnelle des sites quand on les regarde de façon individuelle. Et typiquement, sur certains sites, quand on restait au niveau agrégé, on lissait des consommations, ce qui pouvait masquer un peu
des anomalies ou des anomalies locales ou des contraintes spécifiques. Et surtout, ça ne permettait pas d'avoir vraiment site par site quelque chose qui soit extrêmement optimisé. Donc là, je vous ai mis clairement un exemple. Alors, un exemple qui n'est pas fréquent, mais que je trouvais intéressant de partager avec vous, qui est un cas d'un bâtiment sur lequel on a une année de référence, donc qui est ici 2022, qui est ici à 72. Donc, c'est vraiment, hop, allez-moi soulever ici. Donc, c'est des kilowattheures de référence par mètre carré. On parle de ratio surfacique. Et on voit clairement ici que si on était resté en valeur relative, il fallait que ce bâtiment atteigne 43,2 kWh d'énergie finale par mètre carré en 2030 et qui descende jusqu'à 28,8 en 2050. Ce qui paraissait à la fois assez loin en 2050, mais ce qui paraissait compliqué dans le sens où c'était un bâtiment qui était déjà performant. Et donc, c'est un bâtiment sur lequel on est vraiment venu travailler ce découpage catégorie par catégorie et même on est rentré catégorie et sous-catégorie par sous-catégorie. Je vous l'ai dit, encore une fois, le décret tertiaire n'a pas pour objectif non plus de venir plomber ces assujettis, mais vraiment, il offre la possibilité de venir décrire le plus finement possible son bâtiment pour pouvoir refléter sa consommation telle qu'elle est et par rapport au contexte de ce bâtiment. Et en fait, en travaillant sur les valeurs absolues, on s'est rendu compte que la valeur absolue à atteindre, et à partir du moment où on a un objectif valeur absolue, on n'a plus d'année de référence, hein, c'est vraiment un objectif valeur absolue à atteindre par rapport à des consommations en fonction des typologies, des catégories sous-catégories et en fonction des indicateurs d'intensité d'usage qui ont été sélectionnés sur le bâtiment. Et on se rend compte que finalement, cet objectif pour ce bâtiment, il est de 96,7 kWh d'énergie finale par mètre carré, là où la valeur relative nous amenait à 43,2. Et donc, on se rend compte que déjà par rapport à l'année de référence, puisque c'est un bâtiment qui est extrêmement performant, et ben en fait, le bâtiment est déjà dans les objectifs qu'il doit atteindre. Donc ça, vraiment, c'était l'exemple, c'était de pouvoir montrer que ce découpage vraiment en termes de catégories, sous-catégories, donc vraiment de rentrer les bureaux, les studios de production, les sites techniques, la trajectoire devient finalement plus représentative et elle est plus bénéfique, en tout cas elle est plus avantageuse pour l'assujetti. Donc chaque typologie de site a des usages et donc des consommations différentes et c'est vraiment pour ça que le décret a mis en place et continue, et donc c'est ce qui est paru là sur les dernières valeurs arrêtées absolues, dernier arrêté valeur absolue 6, de vraiment venir découper chaque catégorie en plusieurs sous-catégories pour vraiment avoir un affinage et d'identifier au besoin des leviers d'action spécifiques bâtiment par bâtiment, puisqu'on ne demandera pas le même effort à une rédaction, par exemple, qui va être ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'à un immeuble administratif. Donc, affiner les objectifs par sous-catégorie, c'est vraiment pouvoir travailler au mieux et se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir atteindre les objectifs tels qu'ils sont fixés par le décret. Et là, typiquement, ce bâtiment, il a été travaillé, décortiqué et retravaillé parce qu'on les a accompagnés dans le cadre d'un audit, ce qui a permis de vraiment travailler et affiner cet objectif à atteindre. Voilà un peu sur la partie décret tertiaire, un peu sur la trajectoire, donc sur cette période primo-déclaration jusqu'aux déclarations 2024. Maintenant, c'est comment anticiper les prochaines étapes. Le décret tertiaire, il ne s'arrête pas là en 2025, il ne va pas s'arrêter non plus juste en 2030, il va jusqu'en 2050. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont ces prochaines étapes? Donc, je vous rappelle l'échéance, hein, on a jusqu'au 30 septembre 2025 pour déclarer les consommations de 2024. Et donc, chaque année, de toute façon, on aura jusqu'au 30 septembre de l'année en cours pour déclarer les consommations de l'année N-1. On a donc eu différentes phases sur ce décret tertiaire. La première, donc, ça a été vraiment de faire ces primo-déclarations, un peu cette partie état des lieux, donc déclaration des consommations énergétiques opérables, choix de l'année de référence. Donc, c'est ce qu'on a fait sur 2022 et qui poussait jusqu'à 2023. La phase 2, on est sur tout ce qui est engagé des audits, définir des plans d'action pour suivre la trajectoire. Donc là, on va rentrer vraiment sur cette phase jusqu'à 2030 de comment est-ce qu'on prépare la suite et comment est-ce qu'on prépare surtout si on a des dossiers de modulation à déposer. Donc le dossier de modulation, on y reviendra un petit peu par la suite, mais c'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir moduler l'objectif à atteindre, qu'il soit en valeur absolue ou valeur relative, parce que finalement, j'ai des contraintes qui sont telles sur mon bâtiment que je ne pourrai jamais atteindre ni l'un ni l'autre des objectifs qui ont été fixés. Donc, là, encore une fois, l'objectif du décret tertiaire n'est pas de venir plomber les assujettis, mais bien de travailler de façon
collective et de façon intelligente pour pouvoir réduire la consommation globale du parc tertiaire en France, mais typiquement sur des bâtiments sur lesquels il y a des contraintes architecturales, sur lesquels il y a des contraintes même en termes financiers, c'est-à-dire que si certains ROI sont supérieurs à 10 ans ou 30 ans, par exemple sur du bâti, et ben on va être exonéré de la réalisation de ces travaux. Et ben là, typiquement, on va venir faire ce qu'on appelle ce dossier de modulation, enfin, ce dossier technique de modulation pour pouvoir expliciter de pourquoi est-ce qu'on ne va pas pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Donc, l'ensemble des informations sur ce dossier de technique de modulation n'ont pas encore été parues, ça commence à prendre forme, mais il faut bien avoir en tête que vous aurez jusqu'au 30 septembre 2027 pour pouvoir les déposer et que l'un des points justificatifs de ce dossier technique de modulation, c'est la réalisation d'un audit par un tiers pour pouvoir justement justifier avec des scénarios tels qu'ils auraient pu être faits sur de la simulation thermique dynamique, de montrer que tel ou tel objectif n'est pas atteint. On a 2030 qui va être le premier jalon des 40% d'économies à atteindre en valeur relative, le deuxième jalon qui va être 2040. Donc 2040, il faut avoir en tête que 2037, ça va être la même façon, vous aurez des dossiers techniques de modulation. Et 2050, donc le troisième jalon, et 2047, il y aura également des dossiers techniques de modulation qui seront possibles. Se posent encore des questions, et on a échangé pas plus tard que ce début de semaine avec la DHUP, de se dire, mais si je dépose un dossier de modulation en 2027, fondamentalement, je vais en reposer un en 2037 et un en 2047. La réponse est qu'ils sont en train de travailler sur le sujet et que c'est à la fois vrai mais également faux dans le sens où d'ici 2037, d'ici 2047, il y aura sûrement de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités qui seront mises en place et peut-être des coûts qui seront moindres. Et donc, un bâtiment qui aurait pu avoir un dossier de modulation en 2027 n'en aura pas forcément en 2037 parce que les critères de modulation déjà seront peut-être pas forcément les mêmes. Et surtout, on va pouvoir pousser des actions qui permettraient d'avoir des économies substantielles à des prix que potentiellement qui seraient neutres. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu ce cadencement. Je pense que tout le monde l'avait en tête parce que le décret tertiaire, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle, mais ça fait du bien des fois de pouvoir le récupérer. Les trois critères des dossiers de modulation, ça va être vraiment la partie contrainte technique, architecturale et patrimoniale. Donc là, on pourra rentrer plus dans le détail si besoin, mais typiquement, c'est de se dire que si vous êtes un bâtiment qui est classé au bâtiment de France, typiquement, et qu'on vous préconise une isolation par l'extérieur parce que c'est ce qui vous permettrait d'atteindre les 30% d'économie, c'est la dernière action qui vous permettrait d'atteindre les 30% d'économie, et typiquement, vous allez faire un dossier de modulation parce qu'il est hors de question de faire de l'isolation par l'extérieur de la mairie, enfin de l'hôtel de ville de Paris, par exemple. On va avoir tout ce qui est volume d'activité également. Typiquement, s'il y a des choses, c'est là où en fait on rentre avec tout ce qui est indicateur d'intensité d'usage et on peut venir encore plus les moduler au niveau de ce dossier de modulation s'il y a besoin, si ce qui est proposé de base au niveau des déclarations, au niveau de la plateforme Opérat n'est pas nécessaire, on va pouvoir venir le moduler à ce niveau-là. Et finalement, on va avoir des modulations pour disproportion économique. Hein, je vous l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de plomber les assujettis et d'arrêter l'économie en France. Hein. C'est vraiment dans un effort collectif et en bonne intelligence, bien évidemment, de pouvoir réduire la consommation du parc tertiaire. Et donc, si les travaux sont bien trop onéreux, si le ROI est vraiment disproportionné pour pouvoir atteindre ces objectifs, l'idée, c'est d'expliquer qu'on ne va pas pouvoir les réaliser. Et donc là, on est 30 ans pour des rénovations sur l'enveloppe, 15 ans pour le renouvellement des équipements énergétiques et 10 ans pour des systèmes de gestion des équipements. Donc voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête. Ce dossier technique de modulation, globalement, c'est une étude énergétique qui porte sur des actions d'amélioration de la performance. Donc, c'est ce que je vous disais, la première étape du dossier de modulation, ça va être de faire un audit de votre bâtiment, un audit avec une simulation thermique dynamique qui va permettre d'identifier déjà quels seraient les scénarios pour pouvoir atteindre les objectifs tels qu'ils sont fixés, que ce soit valeur relative ou valeur absolue. Hein. Encore une fois, juste, je me permets de le redire, je ne l'ai pas dit là, mais le premier des deux objectifs qui est atteint fait que vous avez atteint l'objectif. C'est-à-dire que si vous avez on l'a vu dans le cas de France TV tout à l'heure, un objectif en valeur relative et un objectif en valeur absolue, l'objectif en valeur absolue était bien meilleur. À partir du moment où ce premier objectif est atteint, il est considéré comme accompli et donc vous êtes dans la norme et dans ce que vous a demandé le décret. Et donc là, l'idée de ce dossier de modulation, c'est bien de venir faire cette étude énergétique pour pouvoir avoir les différents scénarios pour identifier comment faire pour atteindre à la fois la valeur relative, mais également recalculer s'il y a besoin des valeurs absolues et s'il y a
des disproportions à la fois économiques ou s'il y a des points sur lesquels vous êtes contraint parce que ce sont des contraintes architecturales. Ça pourrait être des manques de place aussi, typiquement, il faudrait de changer des types de chaudières, mais il n'y a pas de place dans les locaux techniques, ce genre de choses. Et ben, il faut réaliser vraiment un dossier technique de modulation. Rapidement, qu'est-ce qui va compléter les critères de modulation? Donc la note technique spécifique, donc pour pouvoir moduler les objectifs, ça va être l'avis circonstancié qui va permettre d'avoir la modulation de ces objectifs en fonction des contraintes, donc de bien réexpliquer pourquoi est-ce que ce dossier de modulation et dans quel cadre il est fait, et le note de calcul des temps de retour sur investissement. Vous aurez le support, vous pourrez rentrer plus dans le détail, on vous a mis pas mal de palabres sur le sujet, parce que je vois qu'il est déjà 9h44, si on va avoir un petit peu de temps sur la suite et surtout s'il y a des questions. Mais typiquement, comment est-ce qu'on fait le dossier de modulation? Donc, on a un scénario de référence, on détecte des contraintes, on vient supprimer des actions qui touchent à l'enveloppe, par exemple, ou on recalcule un TRI pour avoir des leviers d'action, et on travaille donc ce qu'on appelle un scénario modulé. Parce que attention, c'est pas parce qu'on fait un dossier de modulation technique qu'on n'est pas contraint à quand même faire des efforts et avoir une réduction de sa consommation énergétique. On doit proposer dans le cadre de ce dossier de modulation une trajectoire énergétique avec des objectifs modulés qui soient cohérents et atteignables par rapport à notre bâtiment, mais on doit donc bien proposer ces scénarios, d'où le fait qu'il est nécessaire de faire un audit énergétique avec de la simulation thermique dynamique pour pouvoir se projeter sur quels sont ces bâtiments, enfin quels sont ces objectifs et quelles sont ces trajectoires à mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Et donc rapidement, on a deux exemples de cas sur lesquels nous avons travaillé sur des objectifs de modulation. Un cas, donc un de nos clients qui est Euro Airport, un gros aéroport du côté de Bâle-Mulhouse, qui avait un objectif en valeur absolue de 75,24 kWh d'énergie finale, donc on est en PCI par mètre carré par an, et on l'a vraiment retravaillé et on voit qu'on passe à 128,7 kWh d'énergie finale PCI par mètre carré par an. Donc là, on a vraiment écarté des APE, donc des actions de performance énergétique, qui avaient vraiment des ROI qui étaient trop importants qui avaient des ROI trop importants, et donc on a vraiment écarté pour disproportion économique. Et on voit bien que clairement, l'objectif modulé à atteindre maintenant est bien plus facile, entre guillemets, que ce qui était prévu au départ. Et on l'a fait également pour la ville, la mairie de Paris, donc c'est la mairie du 3e, sur lesquels on a complètement retravaillé, on a fait un audit et on a retravaillé. Et on avait un objectif valeur absolue au départ qui était de 107 kWh d'énergie finale par PCI par mètre carré par an, et on l'a réaugmenté à 124. À la fois pour des motifs de disproportion économique, mais aussi et surtout pour des contraintes architecturales, parce qu'on ne fait pas la ville de Paris. Et donc, ça a permis de retravailler vraiment un objectif tel qu'il est décrit ici. Donc, si vous deviez retenir 3 messages clés de ce webinaire, ce serait de savoir que finalement, le décret tertiaire est désormais complet et 100% des assujettis, 100% des bâtiments sont maintenant couverts, donc tout le monde doit jouer le jeu. Les contrôles de l'ADEME sont automatiques et systématiques. Donc, encore une fois, c'est un algorithme qui tourne par rapport à des règles de gestion pour identifier des écarts, qu'ils soient justifiés ou non. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui tourne. Donc, si vous les recevez, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en difficulté, mais en tout cas, il faut prendre le temps de peut-être relire et de refaire une passe sur vos déclarations. Et surtout, il faut anticiper vos déclarations et préparer vos dossiers de modulation technique pour éviter des blocages. Et encore une fois, pour éviter aussi un peu ce tunnel, c'est que 2027, c'est loin, mais c'est également demain en même temps. Surtout, on l'a vu, il faut faire un audit énergétique sur le bâtiment, et ça ne se prépare pas juste 2 mois avant la date d'échéance. Ça peut commencer vraiment à s'anticiper en amont, surtout qu'au-delà du dossier de modulation, ça permet vraiment de retravailler une trajectoire énergétique. Donc, ça vaut vraiment le coup sur des bâtiments sur lesquels vous avez besoin de faire des grosses économies d'énergie, en tout cas de venir faire des audits pour soit retravailler cette trajectoire, soit pour pouvoir vraiment l'affiner et avoir des éléments concrets de contextualisation en cas de contrôle. Et donc finalement, la conformité, c'est pas seulement une obligation, mais c'est vraiment une opportunité de mieux piloter vos bâtiments et de valoriser vos actifs, puisque encore une fois, c'est aujourd'hui, on l'a vu, ça reste facultatif jusqu'au juillet 2026, mais ça va devenir obligatoire à partir de cette date-là. Et donc, au mieux on se met en conformité, au plus facile c'est pour vous, et au mieux vous êtes dans une situation pour
pour être propre et pour être efficace par rapport à ce décret tertiaire. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur cette partie. Nous arrivons donc à la fin de la présentation. On va se faire un petit temps de questions-réponses. Il nous reste 10 minutes. Et juste pour prolonger nos échanges, on a une équipe marketing donc, qui travaille sur l'organisation de ces webinaires, qui fait un gros travail derrière sur pas mal de livres blancs. Donc, je vous invite à aller les télécharger. Vous les avez là avec les QR codes sur différentes thématiques. Donc, à la fois le décret tertiaire, mais donc là, on a mis les spécifiques décrets tertiaires, mais n'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre site internet. On a pas mal de ressources autour de l'efficacité énergétique et sur comment gérer un parc d'actifs et comment mettre en place un système de management de l'énergie pour, encore une fois, centraliser et vous faciliter les démarches pour être en conformité avec ce décret tertiaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va regarder s'il y a des questions. Hop. Je vais arrêter le partage d'écran. Les questions. Non, j'ai pas de questions. Pourquoi j'ai pas de questions? Alors, je vais avec mon voisin. Jusqu'à quand sera-t-il possible de modifier d'anciennes déclarations ou de créer un nouvel EFA? Pour le moment, c'est pas bloqué. J'ai pas de date exacte pour vous dire ça va être à telle date que ça va se terminer ou sur lequel ça va être totalement bloqué. Pour le moment, encore une fois, on est sur cette phase d'apprentissage. À partir du moment, je pense, où les attestations définitives vont sortir, là, on n'aura plus possibilité de venir les modifier. Donc, on a encore un peu de temps sur au moins premier trimestre 2026. Encore une fois, le plus tôt on peut le faire, le mieux c'est. Ne jouons pas avec le feu. Mais voilà, je n'ai pas de date exacte, mais gardons quand même en tête premier trimestre 2026. Comment mettre en place des exports automatiques des consommations depuis EDF et GRDF? Alors, deux choses. Si on parle de l'historique des 10 ans pour le cadre des primo-déclarations, donc ils ont un service, donc là c'est plutôt Enedis et GRDF, et donc ils ont un service, il suffit de les contacter sur l'adresse mail qui est dédiée. Après, si c'est des choses qu'il faut mettre en place sur quelque chose de récurrent pour les récupérer de façon annuelle, bah là c'est là où en fait un système de management de l'énergie devient intéressant puisqu'on va venir vraiment créer bâtiment par bâtiment. Donc, je vais prendre le cas de Datamark Neo, puisque comme c'est notre plateforme, je la connais bien. On vient créer votre parc bâtimentaire. On vient au niveau des bâtiments, donc créer ce référentiel, y ajouter l'ensemble des compteurs. Avec la signature des mandats, donc vous nous donnez l'autorisation pour qu'on puisse récupérer vos données. On vient, nous, avec des API. Donc là, vraiment, c'est système informatique à système informatique qui communiquent entre eux. On vient récupérer des données de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel en fonction de la typologie des compteurs et on vient agréger ces consommations sur la plateforme et vous avez cette visualisation à la fois des consommations au niveau du parc mais également au niveau du bâtiment par rapport à l'ensemble des compteurs qui ont été intégrés. Voilà. Sur le cas de France TV, la distinction par ces sous-catégories nécessite-t-elle des sous-comptages sur tous les lots? Alors, le sous-comptage, on en a besoin dans certains cas. Alors, dans le cas typique de France TV, on n'en a pas forcément mis. Ça permet, on a besoin pour pouvoir le justifier d'avoir des identifications vraiment des sous-catégories et de la surface des sous-catégories. Et donc, en fait, en fonction de la surface qui est déclarée par typologie de sous-catégorie, donc sur lesquelles on s'est basé par rapport à des plans, ça vient derrière, Opérat vient recalculer les consommations. On pourrait effectivement, d'un point de vue beaucoup plus fin, mettre du sous-comptage. Et par contre, le sous-comptage devient obligatoire à partir du moment où vous allez défalquer des consommations sur un bâtiment. Typiquement, on va prendre un bâtiment sur lequel on va avoir de l'IRVE, donc des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ça va venir, le fait de recharger des véhicules électriques va venir augmenter la consommation énergétique du bâtiment. Sauf que cette consommation énergétique n'est pas liée à la part tertiaire, elle est bien liée à la part transport. Donc, il faut pouvoir défalquer cette part transport et pas la déclarer dans le cadre du décret tertiaire, puisque ce n'est pas une activité qui est liée au décret tertiaire. Et donc là, typiquement, ce qu'il faut, c'est qu'au démarrage du décret Opérat, l'ADEME et la DHUP étaient plutôt sur quelque chose où on pouvait faire des estimations, ou même on pouvait faire une simulation thermique dynamique pour pouvoir vraiment justifier tel usage je le mets de côté, tel usage je le reprends en compte. Par contre, là, il va devenir obligatoire de pouvoir justifier clairement la consommation qui est défalquée ou juste la consommation qui est prise. Et donc là, il faut installer des sous-compteurs pour être au plus juste et pour pouvoir rentrer dans les clous de sa déclaration. Comment fonctionne la mutualisation des objectifs?
Alors, la mutualisation des objectifs, pour le coup, alors on a un petit support dédié spécifiquement sur ce sujet. C'est une excellente question. On l'a travaillé dans le cadre de EuroAirport, justement. On peut faire de la mutualisation d'objectifs à l'échelle du parc, c'est-à-dire que on sait que sur son parc, on va avoir des EFA qui vont être extrêmement performantes et d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Et donc, on se dit qu'on va prendre l'ensemble de son parc pour pouvoir le mutualiser. Et donc, ça va être une fonctionnalité qui est directement sur Operate, où on va pouvoir sélectionner le périmètre à mutualiser. Et on peut le faire donc à l'échelle du parc au global, ou on peut le faire sur une partie du parc. Attention, si vous découpez votre parc en plusieurs parties, vous ne pouvez pas utiliser une même EFA dans plusieurs périmètres. Donc, c'est là où il va falloir travailler de façon le plus efficace et le plus pertinent possible pour que vos ensembles, enfin, vos périmètres que vous mutualisez soient le plus efficaces en fonction des EFA que vous y mettez à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question. Il y a l'autorisation express avec Enedis et GRDF pour avoir les données de consommation annuelle. Est-ce que pour des réseaux de chaleur, il y aura une autorisation express? Alors, aujourd'hui, il y a Enedis GRDF, donc on a bien l'historique des 10 ans, donc eux, ce sont des distributeurs. Le fournisseur, le réseau de chaleur, bon, il y a un peu de distributeur, mais surtout fournisseur, et eux n'ont pas d'obligation. Nous, on le voit donc en tant que tiers par rapport aux informations qu'on récupère sur notre plateforme. Pour le coup, avec chaque réseau de chaleur, parce qu'il existe aussi plusieurs réseaux de chaleur, pas qu'un seul, on doit développer à chaque fois avec chaque réseau de chaleur des connecteurs pour pouvoir récupérer les données. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est pas prévu de les sommer de donner justement ces consommations pour faciliter les consommations, enfin, les déclarations annuelles. De la même façon qu'on a Enedis GRDF, mais que si vous avez des fournisseurs, enfin, des entreprises locales de distribution, vous n'avez pas forcément non plus ce service des historiques des 10 ans, parce que la structure est plus petite, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes moyens qui sont mis en œuvre. Et c'est là où justement, ça devient intéressant, encore plus, d'avoir un système de management de l'énergie. Est-ce qu'on a d'autres questions, Léopold? Non. Il nous reste 4 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de ce webinaire. Merci d'avoir passé un bout de matinée avec nous. N'hésitez pas à contacter notre service commercial si vous avez des questions ou si vous avez envie d'aller plus loin. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Encore une fois, vous ne voyez pas mon écran. Merci Léopold, on me souffle dans l'oreillette, on ne voit pas mon écran. Je vous ai mis ici les coordonnées de Sophie Emerlet, qui est notre directrice commerciale. Et donc, si vous avez envie de prolonger l'échange, de discuter autour des dossiers de modulation, ce qui peut être fait autour des audits énergétiques, pour le coup, ce sont mes équipes qui les opèrent, que ce soit sur quelque chose un peu one-shot, type de la STS, donc de la simulation thermique statique, ou de la STD, on l'a vu, pour commencer à préparer vos dossiers de modulation. Et n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Et si vous voulez une démonstration de notre système de management de l'énergie, qui est assez complet, qui permet justement d'agréger, de centraliser l'ensemble des données de consommation pour pouvoir les piloter à l'échelle d'un parc, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle des EFA, mais également de digitaliser vos audits, de pouvoir travailler une trajectoire avec des plans d'action et qu'on va jusqu'à de la projection de plans d'action. N'hésitez pas encore une fois à les contacter, ils seront ravis de vous faire une démo et d'échanger avec vous sur ce sujet qui les passionne. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée et peut-être à bientôt, que ce soit sur une formation qu'on peut animer, sur un prochain webinaire autour d'un salon ou lors d'une mise en place d'un projet avec vous, audit ou plateforme. Bonne journée à tous. Au revoir.